Le vendredi, c'est n'importe qui, pardon, je suis Concombre. Et je suis Amo, et nous sommes, entre autres, les deux présentateurs du podcast LOL Japon. Et nous sommes là pour vous bombarder de publicités crasses, mais ô combien satisfaisantes. On va vous parler de l'émission mensuelle qu'on diffuse sur Internet une fois par mois. On parlera de nous, de nos passions, de nos amours. Et le temps qu'on trouve quoi faire de nos mains sur ce plateau, voici la sommaire avec la critique de Earth Defense Force 4.1. Il y aura également un D6 sur le jeu de rôle Grandeur Nature, et la faute à l'algo, qui nous parlera de la transparence des algorithmes. Mais avant ça, vous le savez très bien, on regarde les news. Des marines intergalactiques prenant les armes contre des hordes d'aliens, des explosions dans tous les sens, des améliorations à débloquer en plein champ de bataille. Difficile de ne pas penser à Helldivers à la vue de ces images. Et pourtant, le twin stick shooter de Housemarque n'a rien à voir avec celui d'Arrowhead, si ce n'est qu'il est lui aussi un twin stick shooter inspiré de Starship Troopers. Exclusivité de la PS4, Alienation nous présente aujourd'hui ses différentes classes, comme la biospécialiste qui jouera ici le rôle de soutien, le tank qui pourra augmenter la résistance de ses alliés, ainsi que le saboteur, un assassin qui pourra se rendre invisible et effectuer d'importants dégâts grâce à son épée. Un trio de classes somme toute assez classiques, mais qui promettent toutes de longues heures de coopération héroïque entre joueurs et de jouissifs massacres de Xenos, la race extraterrestre qu'il faudra booter hors de la Terre à partir du 26 avril prochain. Can you meet me here again? I shall be waiting. Petite perle de la PS2 née en 2007 ou 2008 chez nous, Odin Sphere s'offrira le 24 juin prochain un retour sur PS4, PS3 et PS Vita. Sous-titré Lefstrazir, celui-ci proposera une expérience plus complète grâce à l'ajout de nouveaux ennemis, de nouveaux niveaux et même de nouvelles attaques pour les personnages jouables. De même, pour le bien de ce remake, Vanillaware a procédé à une refonte du système d'inventaire, histoire de le rendre un peu moins chaotique qu'à l'origine. A noter d'ailleurs qu'il sera possible en un clic de mettre de côté toutes ces petites innovations et de jouer à Odin Sphere tel qu'il était lors de sa sortie, mais en 1080p et 60 images par seconde. Enfin, on termine ces news en vous rappelant que Final Fantasy IX est désormais disponible sur Steam. Au programme, pas de grands changements, le portage ne change pas miraculeusement le format du jeu, qui reste en 4 tiers, et on ne note aucune réelle nouveauté, si ce n'est l'apparition d'un mode rapide, permettant de se passer des combats aléatoires qui pouvaient être très nombreux dans ce RPG culte de la PlayStation. Enfin, devrait-on dire de ce RPG culte tout court. Alors, Concombre et moi, nous sommes rencontrés en 2009 et nous sommes tous deux des passionnés de la culture visuelle japonaise, c'est-à-dire animé, manga, jeux vidéo, visual novel. Quand Radio Kawa a été créé en 2013, nous nous sommes dit qu'on allait proposer notre propre podcast pour en parler et c'est ainsi qu'est né LOL Japon. C'est un show qui est basé sur notre bromance. Moi, je suis le spécialiste passionné et Concombre est le casual exigeant au goût un petit peu bizarre. L'émission a lieu une fois par mois en direct, traditionnellement le premier vendredi du mois. Les gens peuvent interagir via Twitter, l'ambiance est bonne, sucrée. Et autant vous prévenir tout de suite, autant dans la première saison nous étions limités en temps, juste 1 heure, autant aujourd'hui nous n'avons plus peur de proposer, comme on dit dans les grandes sociétés, un maximum de contenu en un maximum de temps. Et là vous vous dites, autant de temps ? Mais comment faites-vous pour ne pas lasser l'auditeur ? Excellente question Amo, et c'est là qu'intervient la structure de l'émission. Après l'éventuelle actualité du mois, toutes les personnes présentes du live font un statut culturel, où l'on parle d'une œuvre lue, vue ou jouée récemment. Ensuite, on passe au dossier qui conduit la thématique de l'émission. C'est le point central, nodal. Et enfin, on passe à ce qu'on a intelligemment nommé le sushi roulette. Alors pourquoi ce nom incroyable ? Eh bien, car ces 4 rubriques sont tirées au hasard parmi un pool travaillé à l'avance. Il y a la mienne, celle d'Amo, celle des auditeurs, et une dernière un peu... conclusive, décontractée. Oui. Par exemple, l'un des blockbusters de ma catégorie est le Seuil de tolérance, où Amo me force à mater une œuvre que je suis sûr de ne pas aimer et on voit combien de temps je tiens. Par exemple, le tout premier exemple, c'était
Stray Cooties Ouais, c'est ça. Pour à peu près 7 minutes. Ouais, c'était pas mal. De mon côté, par exemple, je peux faire une biolognaise, où comme son nom l'indique, eh ben, on fait la biographie de la culture visuelle, d'un personnage important même de la culture visuelle japonaise, avec l'intégrité journalistique et la passion du travail bien fait sur des personnes allant d'Hideaki Anno à Hirohito. En 30 numéros, on a par exemple consacré un numéro à Soul Eater avec Fabien Vautrin de Kurokawa. On a déjà évoqué Evangelion, Pokémon, les JRPG, les voyages au Japon avec Zali Falcam ou l'amour courtois, vaste sujet. Dans le numéro d'avril 2016, on a invité Sébastien Ruchet, il doit vous dire quelque chose, pour parler de Macross et de mangas romantiques. Pour parler de manga romantique, il nous a même ramené une sélection de 40 mangas à lire et il se fait bien fait plaisir. Absolument, donc n'hésitez pas à nous écouter en live ou en différé, vous abonner sur iTunes ou l'application de votre choix ou d'aller sur Radio Kawa. On vous y attend avec impatience. Et maintenant, on va regarder La critique. This is a special news flash. We are broadcasting to you live from the scene. What in the world? Wait! People are being attacked by giant insects! On ne le dira jamais assez, mais dans la vie comme dans le jeu vidéo, il est préférable de ne pas s'arrêter aux apparences. Une série comme Earth Defense Force est là pour le rappeler. Elle qui, malgré un physique pas facile et une volonté farouche de ne pas céder aux codes de son époque, a réussi à séduire des milliers de joueurs à travers le monde. Alors que le third-person shooter a tendance à s'uniformiser et à tendre vers toujours plus de réalisme, elle préfère rester vraie. Car au fond, elle sait que le plaisir est dans les choses simples, et qu'un scénario faussement alambiqué, qu'une mise en scène générique ou qu'une gâchette de visée ne sont pas nécessaires pour apprécier un combat contre une invasion extraterrestre. EDF ne cherche pas à proposer des armes au feedback crédible ou des modèles physiques plausibles. Lui, il préfère miser sur le plaisir que l'on ressent en éclatant des fourmis géantes au bazooka et sur ce sentiment régressif que l'on a à avancer au milieu de leur carcasse. EDF n'est pas là pour jeter de la poudre aux yeux, et ce n'est pas son arrivée sur PS4 qui va le changer. Avec Earth Defense Force 4.1 de Shadow of New Despair, on peut malheureusement même dire qu'il n'en fait pas assez. Alors qu'il aurait été tout à fait logique de voir débarquer un épisode inédit, Détroit Publisher et Sunlot ont en effet préféré minimiser les coûts pour ne pondre qu'un simple remaster, celui d'EDF 2025 en l'occurrence. La pratique est plutôt courante, et on n'y est pas forcément opposé, sauf que sur ce coup, EDF 4.1 se montre vraiment très paresseux. Les graphismes datés ne sont pas en cause, et font même partie de l'ADN de la série quelque part. Ce qui est plus décevant, même si cela ne nuit pas forcément à l'expérience de jeu, c'est que cette version PS4 est incapable de proposer une animation sans faille. Que l'on joue en solo ou à deux en écran splitté, le jeu reste en effet bourré de ralentissements. Et il suffit que les explosions se multiplient, que quelques bâtiments s'écroulent simultanément pour que le framerate chute dramatiquement. Heureusement, le jeu dispose de quelques arguments pour faire craquer les fans les plus hardcore. Plus que la prise en main, chez qui on note quelques ajustements ici et là, on remarque en effet que certaines missions ont été repensées. Celles qui se déroulent en sous-sol sont désormais plongées dans le noir complet, tandis que quelques autres, inédites, voient l'apparition d'un kaiju pour renforcer la dimension épique de la série. On apprécie également les efforts que fait ce portage en matière de jeu en ligne. En effet, ce dernier a été assoupli depuis les versions PS3 et Xbox 360, et permet désormais de rejoindre la session de son choix sans avoir à faire toutes les missions une à une. Que ce soit pour le plaisir ou pour faire du loot dans les niveaux de difficulté avancés, il est possible de s'associer très facilement à 3 autres joueurs, et même d'explorer des niveaux qui n'ont pas encore été débloqués dans le solo. Ces changements pourront paraître légers, et il est clair que l'on aurait préféré une aventure inédite. Mais parce qu'il s'agit de la meilleure manière d'apprécier ce vibrant hommage au film de série Z, cela suffit pour faire d'EDF 4.1 l'épisode le plus riche et abouti de la série. Alors, moi je suis Benjamin, vous me connaissez peut-être sous le pseudo de Concombre Masqué ou La Débauche. Vous pourrez me retrouver sur Twitter sur @BenjaminBNT. Alors oui, le pseudo du journaliste typique. Je termine effectivement de longues études, mais quand les planètes s'alignent, je fais de temps en temps des papiers sur Le Monde et lemonde.fr à propos de sujets fort concernants comme Digimon Tree est-il insultant pour les fans? La réponse est oui. Ou pourquoi vous devez absolument lire Monster Musume. Alors je suis donc la caution otaku de la rubrique Pixel. J'ai découvert l'animation japonaise il y a une grosse demi-douzaine d'années, scellée par un incroyable coup de cœur sur la série Aibane Renmei. Cet homme,
il a du goût. Et un peu plus tard, un amour immodéré pour Soul Eater et ses personnages. Alors, après quelques projets qui parleront peut-être à certains d'entre vous, comme l'usine à problèmes, Mario Mazo ou le Velvet Video Burger, je me suis pris de passion pour l'art du podcast et le fait de parler dans un micro, qui à mon sens est l'anxiolytique le plus efficace de la création. Alors je suis un gratte-papier du web, mais LOL Japon a été pour moi l'occasion de cultiver toutes ces petites passions, et avec Amo ici présent, c'est joindre l'utile à l'agréable. Donc sur Radio Kawa, j'anime et produis aussi un projet solo qui s'appelle Cette fois c'est la bonne, un podcast dédié aux concours de journalisme et à leur révision. Tout ça accompagné de conseils méthodiques pour cette sélection frappadingue. Alors si le sujet vous intéresse, ou si tout simplement vous voulez booster votre culture générale, n'hésitez pas à lire et à écouter ça. Alors dans le podcast LOL Japon, je suis le mec un peu moins au fait de l'actualité, un peu moins pointu sur la culture otaku en général, mais qui va tiquer sur des cultures de niche très très précises que je m'approprie souvent. Si vous voulez m'entendre parler de Frankenfran, de Watamote ou de Nurse Hitomi Monster Infirmary ou de n'importe quelle fiction qui parle d'êtres fantastiques ancrés dans notre quotidien ou de Monster Girls, ça va être mon truc. À l'inverse, je ne supporte pas des machins comme Keon ou Love Life. Laissez tomber, pour ça, référez-vous à mon partenaire. Bon, et tout de suite, on va regarder un des 6 sur le jeu de rôle Grandeur Nature. Bonsoir et bienvenue au club des explorateurs frigorifiés de l'imaginaire ludique. Si nous sommes sortis au grand air aujourd'hui, c'est parce qu'il existe tout un pan du jeu de rôle dont nous n'avons jamais vraiment eu l'occasion de parler dans un des 6, le GN, ou jeu de rôle Grandeur Nature. Nous avons donc demandé à Hélène Henry, ancienne rédactrice en chef de Casus Belli et passionnée de GN, de venir nous en parler. Je m'appelle Hélène Henry, je suis productrice de jeux vidéo chez Ubisoft. J'ai travaillé dans un lointain passé comme rédac-chef de Casus Belli, un magazine de jeux de rôle que les amateurs connaissent bien, qui a connu de nombreuses incarnations depuis, et également chez Rackham, qui éditait des jeux de stratégie avec figurines, notamment Confrontation et AT-43 pour les amateurs. Alors, le jeu de rôle Grandeur Nature est un loisir passionnant, dévorant, que j'exerce maintenant depuis une quinzaine d'années, tout comme le jeu de rôle. J'ai dû jouer plus d'une 50aine de GN et j'ai également écrit un GN et participé à l'écriture d'autres qui n'aboutiront d'ailleurs pas nécessairement. Ça, c'est un peu les aléas de l'écriture. Mais ça me permet d'avoir une vision aussi bien joueur qu'auteur. Quand on parle GN, on imagine tout de suite des gens en train de se battre avec des immenses épées en latex au fin fond de la forêt. C'est vrai, c'est aussi ça, mais ce n'est pas que ça, ce serait réducteur de le croire. En termes d'univers, il y a une vérité quasi infinie. Il y a les GN historiques. J'ai eu l'occasion de jouer un GN qui se passait dans l'Antiquité grecque, par exemple, où les dieux marchaient parmi les hommes, où j'interprétais une tragédienne lyrique qui a fini par se suicider sur scène pour rendre la beauté aux hommes et devenir une muse. Il existe des jeux dans des univers 16e siècle, 17e, cap et épée, 18e siècle, dans l'univers des liaisons dangereuses, par exemple, où en l'occurrence les règles de séduction sont extrêmement importantes. 19e siècle, des GN victoriens, ça il y en a un certain nombre. Il revêt un bel attrait, notamment en raison des costumes, pour un certain nombre de joueurs, mais pas que. Les GN petits fours, comme on les appelle parfois, donc avec une ambiance très feutrée. Ce qui est important, c'est que dans chacun de ces GN, en fonction des époques, on va jouer avec les codes. On va explorer ces codes et c'est ça qui va faire la spécificité d'un GN. Il y a des jeux, et c'est ceux pour lesquels j'ai une affection particulière, les jeux dits romanesques, avec une backstory longue et lourde, basée sur des dilemmes souvent déchirants et des émotions très fortes liées à la famille, aux sentiments, etc. Il existe aussi des jeux expérimentaux, parfois appelés nordiques, mais c'est sujet à controverse, où on explorera souvent des thématiques assez lourdes, plus contemporaines, et avec une mise en scène réfléchie pour permettre aux joueurs d'expérimenter des choses spécifiques. Par exemple, il existe un GN que l'on peut jouer à deux, dans un café en 2 heures, et qui simule les retrouvailles de 2 amants qui ne se sont pas vus depuis 10 ans et qui se retrouvent par hasard assortis d'un café. Et on va explorer du coup les thèmes du regret, du remords, etc. Ou alors il existe des GN
un GN qui va être édité bientôt, qui dure 6 jours et qui explore la thématique extrêmement lourde de l'apparition, l'émergence du sida dans les années 80 dans la communauté gay. Pendant ces 6 jours, on ne va pas faire que jouer. Il va y avoir des ellipses et surtout des ateliers d'entrée de jeu et de sortie de jeu qui sont nécessaires pour encadrer les joueurs et s'assurer que tout se passe bien pour tout le monde. Les Murder Party sont un format plus allégé des GN. Souvent, ça dure seulement quelques heures. Ça peut se jouer dans une soirée. Il y a moins d'intervenants, moins de protagonistes, ce qui aussi le rend plus facile à organiser. C'est aussi un bon point d'entrée pour organiser. Avec des intrigues parfois un peu plus archétypales et un système de règles allégé. Parfois à base de points d'action, parfois presque sans règles. C'est très variable. Avant de parler des différences entre jeu de rôle et GN, GN donc jeu de rôle grandeur nature, d'où grandeur nature, d'où GN. Ce qui les unit, je pense, c'est la traversée du miroir. Dans les deux cas, on va se projeter dans une autre vie, un autre rôle, on va faire réaliser finalement le rêve d'une vie, c'est-à-dire « et si j'étais quelqu'un d'autre ?» Ça peut être une autre culture, un autre espace-temps, n'importe quoi. Dans les deux cas aussi, contrairement au théâtre, il n'y a pas de texte écrit, il n'y a pas de public. Ça, c'est vraiment extrêmement important dans la perception. Après, ce qui va les différencier, c'est que là où le jeu de rôle va permettre de raconter une histoire, le GN va permettre de la vivre. Ça ne signifie pas que l'un soit supérieur à l'autre en termes de loisirs. Ils sont extrêmement complémentaires et les émotions qu'ils procurent le sont également. Du coup, les différences qui découlent de ça, naturellement, la première et la plus évidente, c'est qu'en GN, on incarne son personnage. Ça signifie que le corps est impliqué. Lorsque je vais me battre, lorsque je vais manger, lorsque je vais danser ou parler à quelqu'un, tout simplement, j'y vais réellement. Donc, l'immersion est particulièrement forte. Lorsqu'une scène triste ou déchirante arrive, des gens peuvent pleurer. C'est des choses ça n'a rien d'obligatoire, ça peut arriver. Ça crée aussi des contraintes. Ça suppose un effort particulier en termes de décor, de costume, d'interprétation du rôle, qu'on ne demandera pas nécessairement en jeu de rôle. Ça dépendra des tables. Et ça suppose aussi des limites. C'est-à-dire qu'autant en jeu de rôle, je pourrais jouer un barbare cimérien, autant en GN, très logiquement, ça sera plus délicat. Je me rabattrai plutôt sur des rôles d'archer, de voleur, de princesse. Mais ça limite ce que je peux faire. La deuxième différence que je citerai, c'est qu'en GN, on n'a pas de MJ, on n'a pas de maître du jeu. Il existe des orgas qui ont créé le cadre, écrit les fiches et donné tous les moyens aux joueurs pour vivre leur histoire. En revanche, ils ne seront pas là derrière vous, à vous guider sans arrêt. Ils ont des moyens d'influencer sur l'action via des événements plus ou moins scriptés, par exemple des repas, des bals, on peut imaginer ce qu'on veut. À l'aide également des PNJ, c'est-à-dire les personnages non joueurs qui vont souvent guider les joueurs. C'est pas obligatoire, il existe des GN sans aucun PNJ, mais ils vont parfois être même infiltrés et vont permettre d'influencer l'histoire, de donner des informations si on s'aperçoit que certains en manquent, et d'améliorer le rythme du jeu finalement. Mais au-delà de ça, le MJ sera jamais là derrière vous. Et il existe même des GN où l'orga n'est tout simplement pas présent. Il laisse le jeu se dérouler. Et la troisième différence que je citerai, c'est le GN est un loisir éminemment social. Le jeu de rôle, on le pratique souvent avec des amis autour d'une table, des amis qu'on voit de façon récurrente, une bande de potes. En GN, on joue aussi avec des amis, mais les GN peuvent compter plusieurs dizaines, parfois centaines de joueurs. Et nécessairement, ça crée un brassage de personnes, d'horizons. Et donc, c'est un loisir éminemment humain où on rencontre on fait des très belles rencontres. Comme dans tout bon jeu, le système de règles est adapté à l'univers, au jeu et à ce qu'on veut vendre, faire ressentir aux joueurs. Il existe des systèmes plus ou moins génériques. Par exemple, pour le combat, un système assez commun que j'ai encore expérimenté le week-end dernier. On attribue à chaque joueur un score. En combat, ça peut aller de 1 à 5, de 1 à 10, de 1 à 50 en fonction de la subtilité
qu'on souhaite y intégrer. Au début d'un combat, les deux personnages, les deux joueurs se glisseront à l'oreille leur score et feront la scène en connaissant l'issue. Le but étant de créer la plus belle scène possible et la personne qui a le score inférieur s'effondrera au bout d'un moment. En cas d'égalité, le vainqueur ne sera pas forcément décisif. Et chaque joueur aura un état de santé. Ça, c'est vraiment des règles hyper génériques, extrêmement simples, qui pourront aller de normal, blessé, agonisant, mort. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez simple à gérer. L'idée étant de limiter au maximum les interventions des orgas. Et que les joueurs, on comptera toujours sur le fair play des joueurs pour ce genre de choses. Le GN a une fédération, donc c'est le meilleur point d'entrée pour ce loisir. Il met à disposition des documents pour expliquer ce que c'est que le GN, pour contacter des gens. Et il y a aussi un certain nombre d'associations extrêmement actives. Par exemple, en région parisienne, l'association Rôle qui organise un rendez-vous mensuel au dernier bar et qui accueille les nouveaux, qui met aussi à disposition du matériel pour aider à organiser. Ou encore de nombreux sites comme la Nuit du Huis Clos, par exemple, qui met à disposition un grand nombre de GN petit format, souvent assez facile à organiser également. C'est à mon tour de vous parler de moi. Moi, je suis Amo, moi aussi très grand passionné de culture japonaise, très gros joueur de JRPG depuis ma préadolescence grâce à des classiques tels que, par exemple, Final Fantasy IX, qui est le meilleur Final Fantasy, et je n'ouvrirai aucun débat là-dessus. J'aime bien le 13. Et c'est son droit. Je suis tombé, comme mon compère dans l'animation japonaise, surtout avec le voyage de Chihiro, puis un petit peu plus tard, la case sur Canal+. Mais j'ai vraiment eu le coup de foudre ultime lors de cette nuit du Nouvel An 2005, où vers 3h du matin, je commence à mater Aibane Renmei. Et là, c'est le coup de foudre, animé dingue, plein d'idées, super visuellement, intense émotionnellement. Il faut donc que je m'intéresse à cette culture et j'entre dans cette vie de péché, en regardant de plus en plus d'animés, en lisant de plus en plus de mangas et en exprimant mes sentiments comme un vrai garçon du milieu des années 2000 avec le blogging sur un site que je vais appeler Né en Vert et que je continue encore aujourd'hui à nourrir d'un article environ une fois par semaine. La seconde partie des années 2000, c'est aussi l'époque en bon bas normand où je commence à fréquenter mes premières conventions parisiennes comme Epitanime. J'ai des étoiles dans les yeux et je me dis, j'ai envie de faire des choses dans et pour cette communauté. J'ai donc fondé avec un groupe de gens motivés l'association Forum Tally. Dont l'identité du premier vice-président va vous surprendre. Au départ, c'est une simple asso de jeux, quiz et activités, mais comme on vieillit, on a commencé à diversifier nos activités avec le temps. Nous sommes aujourd'hui une vingtaine de membres, tous en t-shirt vert, et faisons de plus en plus de conférences pour discuter en public de thèmes qui nous tiennent à cœur de manière la plus didactique possible. Par exemple, ma marotte du moment, c'est le fonctionnement du Shonen Jump. Je pourrais en parler des heures, je pourrais en pas faire un plateau entier dans 100%, mais vous voulez pas faire 2h30 de 100%, donc j'ai organisé une conférence sur ce thème à Japan Expo 2015 autour d'un public très content d'en savoir plus sur ce thème. Donc si ça vous intéresse, nous serons présents donc avec nos fabuleux t-shirts verts à Epitanime 2016 où nous ferons des activités de nuit et des conférences le jour. En plus de ça, comme j'aime bien cumuler les projets et que j'adore regarder en boucle des génériques d'anime, je produis sur Radio Kawa un autre podcast que je fais tout seul, sans lui qui est sur mon épaule pour me surveiller et qui pourrait vous intéresser puisque ce podcast parle aussi de culture visuelle japonaise. Il se nomme Kaorin et 2 fois par mois, il revient sur un thème en chanson, entrecoupé de présentations des œuvres, histoire d'avoir la musique, le contexte et découvrir plein de nouvelles choses. Bref, vous l'aurez compris, du duo LOL Japon, je suis l'otaku. Enfin, le pire. Mes goûts étant très larges et indéfinis, je peux autant adorer Macross que Keon, Shinsekai Yori ou Nisekoi. Et maintenant, on va regarder la faute à l'algo. D'ailleurs, pour l'anecdote, on a déjà invité Gilles Gênes, le co-auteur de cette émission, avec le trio LM, pour parler de musique dans les animes. Et il nous a même fait un petit concert live, donc n'hésitez pas à y jeter une oreille. Bonjour.
Vous n'êtes pas sans savoir que les algorithmes qui génèrent le script de cette émission sont librement disponibles en ligne. Je vous invite d'ailleurs à vérifier qu'il n'y a pas trop d'erreurs dans le code. Au début de l'informatique moderne, dans les années 1950, les algorithmes étaient partagés librement entre les rares chercheurs travaillant dans le domaine. Mais rapidement, de nombreuses entreprises se sont lancées dans l'aventure. La conception et le développement d'algorithmes prenant à l'époque du temps et de l'argent, elles ont cherché, comme pour toute invention, à protéger leur investissement et donc à garder leurs algorithmes secrets. Il y a 3 niveaux. L'algorithme, c'est la méthode pour réaliser la tâche, la recette de cuisine. Le code source, c'est l'implémentation de l'algorithme, lorsqu'on dicte à la machine comment faire le gâteau. Enfin, l'exécutable, c'est l'image mentale que la machine a retenue de la recette, en optimisant sa mémoire pour exécuter le gâteau plus vite. On parle de version compilée ou de langage machine. Et il est encore aujourd'hui, en général, difficile de retrouver le code source à partir de la version exécutable. Les utilisateurs sont trouvés démunis. Ne pouvant pas connaître le fonctionnement interne des programmes qu'ils utilisaient, ils devaient faire confiance à l'auteur de l'exécutable, à sa bonne foi, mais aussi à ses compétences, car comme nous l'avons vu, une application mal programmée pouvait engendrer de terribles conséquences. Par exemple, en 2010, les services secrets américains ont conçu le verre informatique Stuxnet pour infecter les centrales nucléaires iraniennes afin de les mettre hors service. Et s'ils ont réussi, c'est grâce à des failles malencontreuses dans le système d'exploitation Windows. Au final, une petite erreur de programmation et n'importe quelle centrale nucléaire est à la merci de n'importe qui. Il y a eu une prise de conscience progressive des humains, qui a mis du temps à s'installer. Au départ, les humains ont remarqué que la plupart des applications revendaient leurs données personnelles à des services publicitaires. Puis, en 2014, Facebook a révélé les résultats d'une gigantesque expérience menée sur 700 000 de leurs utilisateurs, où ils avaient réussi à influencer leur humeur en trafiquant leur flux d'actualité. À l'époque, les humains n'ont pas trop apprécié de se retrouver cobayes malgré eux, croyant en la neutralité des informations qui leur étaient présentées. Or, l'algorithme de priorisation du fil d'actualité de Facebook était un secret bien gardé. Du coup, comment fonctionnait-il? Comment Facebook pouvait décider qu'un certain statut de votre ami ne vous intéressait pas? À l'époque, les humains se sont ainsi rendus compte qu'ils n'étaient pas informés de la même manière. Puis, ils ont relativisé en se disant qu'un flux d'actualité personnalisé était moins centralisé et despotique qu'un programme télé. Je rappelle qu'à l'époque, tout le monde voyait les mêmes informations à la télé. Ainsi, les humains ont pris conscience que les réseaux sociaux étaient capables, parfois malgré eux, d'influencer leurs utilisateurs, en mettant par exemple plus en valeur certains candidats politiques que d'autres, ou en mettant sous silence certaines actualités. Sans aller jusqu'au conspirationnisme, il était assez troublant de constater cette perte de contrôle, cette incapacité de vérifier la neutralité des algorithmes. Et nous savons bien que quelques années plus tard, les algorithmes ont réussi à nous amener à l'élection de l'algorithme président en 2048. Supposons que je conçoive un algorithme et garde le code source secret. Il sera certes plus difficile de trouver une faille, mais une personne mal intentionnée risque d'y parvenir et de l'exploiter. Si en revanche je mets le code source à disposition de tous, plus de gens pourront détecter la faille, donc j'aurai plus de chances d'en être informé. Peut-être même que des experts bienveillants m'aideront à la corriger. C'est tout l'avantage de ce qu'on appelle les logiciels libres. Permettre à tous de proposer des améliorations à leur convenance et contribuer à la correction des bugs dans l'intérêt commun. C'est ainsi que, par exemple, en 2015, la vulnérabilité Stagefright a été découverte dans le système d'exploitation Android, permettant de prendre le contrôle de votre smartphone à partir d'une simple vidéo spécialement façonnée. Heureusement, la personne l'ayant trouvé a signalé le problème aux développeurs. Et c'est ainsi que Google a pu publier des correctifs avant que tout ne soit rendu public. Parfois pourtant, cette sécurité par l'obscurantisme était nécessaire. Prenez par exemple les services secrets américains. Dans les années 2010, il était assez connu du grand public que la NSA avait accès à vos échanges par email. En raison de certaines lois américaines, l'agence de surveillance a été forcée en 2012 à publier la liste des mots sensibles qui déclenchaient leurs alarmes. Par conséquent, leur surveillance est devenue plutôt inutile, la plupart des criminels sachant du coup comment ne pas être détectés par leur algorithme. Ça devait être difficile de travailler pour les services secrets à l'époque. Quand vous empêchiez une attaque, personne ne pouvait le savoir, et quand vous en laissiez passer une, tout le monde blâmait votre incompétence et menaçait de vous remplacer par les algorithmes. Pour agir avec plus de transparence, les gouvernements ont tout de même progressivement ouvert leurs algorithmes aux citoyens. C'est ainsi que le 1er avril 2016, la Direction générale des finances publiques françaises a libéré le code source de son calculateur d'impôts, afin de mettre les citoyens sur un pied d'égalité et de les laisser fraterniser avec les pratiques d'optimisation fiscale. Depuis l'élection de l'algorithme président à la tête du pays, de nombreux citoyens ont réclamé qu'il rende public son fonctionnement interne, ainsi que celui des algorithmes gouverneurs qu'il a mis à la tête des ministères.
Après quelques heures de sondage public seulement, le président a décidé lui-même d'ouvrir tous les codes sources du gouvernement. La joie des citoyens a été de courte durée. En effet, ils se sont rapidement rendus compte que les algorithmes étaient bien trop complexes pour être compris par des humains. Après tout, ils avaient été conçus par l'algorithme président lui-même. Cela dit, la gestion des ressources de l'État jouit d'une redistribution sans précédent. La seule crainte, c'est juste qu'une guerre nucléaire soit déclenchée à tout moment. Voilà, l'algorithme qui a généré cet épisode touche à sa fin. Pour la prochaine fois, il vous prépare des données à propos de la transparence des données. Fin de fichier. Et voilà, c'est la fin pour aujourd'hui. Alors, je parle un peu pour Concombre aussi, mais on a été très heureux de participer à ce 100%. No Life est une chaîne qui nous est vraiment chère. C'est-à-dire que moi, personnellement, j'ai des souvenirs vraiment émus des débuts de No Life Online en août 2009. Moi, j'avais pas No Life sur ma télévision, donc quand j'ai pu l'avoir sur Internet et pu payer un petit allopass de fou pour pouvoir voir la chaîne, j'étais extatique, j'étais fou, j'étais malade. Donc, j'ai passé une véritable nuit blanche à mater, je sais pas, Retro and Magic, Superplay, Hall of Shame, les critiques, etc. Bref, j'ai mis la main dans un engrenage qui ne s'est jamais vraiment terminé, au point, dans l'apothéose, à vous dire, c'est que j'ai stagié ici pendant l'été juin 2012 pour couvrir l'E3 de l'époque, à l'époque où Watch Dogs s'annonçait plein de promesses. Donc j'ai beaucoup d'affection. C'est un bon jeu. C'est un bon jeu, c'est tes propos encore une fois, c'est ton droit de le penser. J'ai beaucoup d'affection pour tout ce que fait No Life en jeu vidéo, en animation japonaise et en J-Music, et je lui souhaite bien évidemment le meilleur. Moi aussi, pas mieux. On est vraiment très très heureux de pouvoir vous en parler ici tout particulièrement. No Life constitue pour nous un certain nombre de Madeleine de Proust, avec un certain Game One par exemple, fut un temps, un Marcus, un jeu audio qui aime pas les maladies, un Banana Master et son vocabulaire très très pointu quand il commente des jeux. No Life, c'est tout ça et c'est ce qu'on aime, donc on vous embrasse. On vous retrouve peut-être sur un live de LOL Japon futur. Par exemple, pour le prochain numéro, on parlera de super-héros, One Punch Man contre My Hero Academia, manga qu'on adulte déjà. Ah ouais, très grand manga, donc voilà. On vous embrasse. À bientôt. Shabadadou.